Bien, je donne la parole enfin à Hélène Merlin. Cashman. Alors, je voudrais d'abord remercier Bruno Clément et l'Université de Paris 8 pour leur hospitalité et Daniel Guillaume pour cette initiative très importante et qui me réjouit de réunir autour d'une même question, à savoir la définition, le sens et la portée de nos disciplines, des enseignants du secondaire et des enseignants du supérieur. C'est un rapprochement auquel je travaille personnellement depuis très longtemps et je suis donc très très contente de vous parler et d'être ici. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, ou plutôt par manière d'y entrer, je voudrais vous lire 2 citations un tout petit peu longues que je vais placer face à face sans les commenter très longuement. Nous pourrons revenir à elles, si vous le souhaitez, dans la discussion. La première emblématise, selon moi, une tentation ou une nostalgie fréquemment éprouvée par les enseignants de littérature que nous sommes. Elle est extraite de La communauté désœuvrée de Jean-Luc Nancy. Je lis. « Nous connaissons la scène. Il y a des hommes rassemblés et quelqu'un qui leur fait un récit. Ces hommes rassemblés, on ne sait pas encore s'ils font une assemblée, s'ils sont une horde ou une tribu. Mais nous les disons frères, parce qu'ils sont rassemblés et parce qu'ils écoutent le même récit. Ils n'étaient pas rassemblés avant le récit, c'est la récitation qui les rassemble. Avant, ils étaient dispersés, c'est du moins ce que le récit parfois raconte, se côtoyant, coopérant ou s'affrontant sans se reconnaître. Mais l'un d'eux s'est immobilisé un jour, ou peut-être est-il survenu comme revenant d'une absence prolongée. Enfin, je saute quelques passages. Il parle, il récite, il chante parfois ou il mime. Il est son propre héros et eux sont tour à tour les héros du récit et ceux qui ont le droit de l'entendre et le devoir de l'apprendre. Pour la première fois, dans cette parole du récitant, leur langue ne sert à rien d'autre qu'à l'agencement et à la présentation du récit. Elle n'est plus la langue de leurs échanges, mais celle de leurs réunions, la langue sacrée d'une fondation et d'un serment. Le récitant la leur partage. Ce partage qui, pour nous littéraires, a pour figure privilégiée Dionysos ou Orphée, ou encore Rousseau, plus près de nous, Jean-Luc Nancy l'appelle partage mythique, et il précise qu'il arrive que la littérature soit partagée comme un mythe. Cependant, le partage dont je vais vous parler correspond plutôt à ce qu'il désigne comme l'interruption du mythe, et dont il dit qu'elle caractérise en propre la littérature, en propre si l'on peut dire. Mais je vais vous le présenter dans un tout autre lexique que celui de Jean-Luc Nancy, un lexique qui nous réunira concrètement, j'espère, et pas de façon mythique, nous, enseignants du secondaire et d'université, mais aussi parents, enseignants de maternelle et de primaire. J'étais très heureuse d'entendre Bruno Clément évoquer cette continuité de l'éducation d'une certaine manière, assistant maternel. Ce partage, je l'appelle partage transitionnel, et voici la citation qui l'emblématise. Elle est extraite de L'herbe d'oubli, l'autobiographie de Louis Guilloux. Louis Guilloux est né en 1899 et mort en 1980, et cette autobiographie a été publiée de façon posthume. Il s'agit d'un souvenir qui concerne son instituteur de primaire, M. Lefebvre. Je lis. « Monsieur Lefebvre nous enseignait l'histoire. C'était un peu comme les contes, à cette différence près que les contes n'étaient pas vrais, mais que l'histoire l'était toujours. Ce n'était pas vrai que le loup eût dévoré le petit chaperon rouge, mais c'était vrai que les Anglais avaient brûlé Jeanne d'Arc à Rouen. L'effroi que nous éprouvions tous devant ce bûcher pouvait-il disparaître quand le bon monsieur Lefebvre achevait sa leçon en nous disant que cela s'était passé en des temps très anciens, où les hommes étaient encore bien barbares, mais que depuis, de grands progrès s'étaient accomplis et que les hommes aujourd'hui étaient devenus raisonnables. » Je précise que monsieur Lefebvre est un sympathisant communiste, comme la famille de Louis Guilloux. « Il n'y aurait plus de guerre. Nous ne devions jamais oublier, nous autres enfants d'aujourd'hui, que nous avions une grande chance, car nous grandirions dans le progrès. » La leçon d'histoire est terminée. Prenez vos cahiers, dictez. Un jour, les premiers mots de la dictée nous surprirent tous, et nous eûmes tous le même mouvement d'hésitation. C'était une question, comme s'il nous avait demandé à nous-mêmes si nous connaissions l'automne. Il vit notre surprise, sourit et reprit. « Écrivez, c'est le commencement de la dictée. Connaissez-vous l'automne, l'automne en plein champ, avec ses bourrasques ?» Je ne sais ce qui se passa en moi, quelque chose comme une sorte de bonheur inconnu. Ce texte résonne pour nous aujourd'hui, je pense que vous en tomberez d'accord, de façon un peu terrible, un peu plus terrible qu'il ne devait résonner pour Louis Guilloux après la Seconde Guerre mondiale.
Pour aller vite, je vois dans M. Lefebvre deux figures. La première, celle qui défend avec ferveur l'idée du progrès, celle dont on entend l'éloquence frémissante percer derrière la voix du narrateur, et celle, me semble-t-il, du récitant mythique. Il soutient un mythe, le mythe du progrès. Il enseigne comme on prêche. Non seulement il sait ce qui est faux et ce qui est vrai, mais surtout il sélectionne, ordonne les émotions. Dans son idéal, l'effroi causé par le bûcher de Jeanne d'Arc doit disparaître. Évidemment, Louis Guillou, encore une fois, qui écrit son autobiographie après la Seconde Guerre mondiale, sait et nous fait entendre que l'effroi n'a pas disparu, et aujourd'hui nous craignons plutôt qu'il ne disparaisse jamais. Mais il y a une deuxième figure de M. Lefebvre, c'est celui de la dictée, de la surprise et du sourire. Quand il dit « écrivez », c'est le commencement de la dictée. La dictée a déjà commencé, mais un trouble s'est produit. La voix n'est pas clairement originée. C'est une question. Elle s'adresse à chacun individuellement, intimement, et lorsque les enfants se mettent à écrire, le narrateur, alors, passant d'un nous à un je personnel et secret, mentionne le surgissement de quelque chose comme un bonheur inconnu. Bon, alors j'aurais pu vous présenter à partir de là le travail que nous faisons dans le cadre du mouvement Transition que j'ai créé il y a 4 ans et qui a un site depuis 3 ans. Nous inventons des formes intermédiaires de bonheur inconnu entre théorie critique, pédagogie et écriture. Par exemple, je vous dirais un mot du dernier exercice que nous avons lancé et auquel tout le monde est absolument appelé à participer, que nous appelons des scénettes. Cela consiste à choisir un passage d'un texte littéraire, je dis tout le monde, enseignants et élèves naturellement. Cela consiste à choisir un passage de texte littéraire, un peu comme je viens de le faire pour le texte de Louis Guillou, mais un passage qui pose la question du vivre ensemble et de le commenter sur le plan de sa référentialité, sans rien ignorer bien sûr du fait que c'est un texte littéraire, ne serait-ce que dans l'écriture que l'on mobilise pour le commentaire. Alors j'enchaîne. La lecture à haute voix à un enfant ou la présentation d'un texte à une classe d'élèves ou d'étudiants réserve souvent des surprises que l'adulte, enseignant ou même parent n'est pas toujours prêt à accueillir ni à accepter. Leur réaction peut en effet mettre à l'épreuve le mélange de compétences et de goût qui s'est formé en nous et qui, pour l'enseignant, est fait d'un mélange de savoir critique et de plaisir ou de déplaisir qui résulte autant de notre formation que de notre propre désir. Ces surprises que nous réservent les réactions d'enfants, d'élèves ou d'étudiants ne sont pas nécessairement des surprises théoriques, car du côté de la théorie critique, nous sommes prêts à tout, c'est-à-dire, en gros, à un combat contre l'ignorance et la naïveté. Toute ma génération en particulier a été ainsi formée à donner résolument congé aux lectures de premier degré, à la célèbre illusion référentielle. Non, ai-je 1000 fois expliqué à des élèves, à des étudiants, le duc de Nemours ne pouvait pas se taire après avoir entendu cacher l'aveu que fait la princesse de Clèves à son mari de ce qu'elle en aime un autre, car le duc de Nemours n'existe pas plus que la princesse de Clèves. Ce sont des êtres de papier qui n'ont pas plus de profondeur ni d'existence que celle que leur prêtent les mots. Tout est dans le texte, rien que dans le texte. Il faut que vous appreniez à lire, c'est-à-dire à analyser les mots, les figures, les structures, les formes, et à replacer le texte dans son contexte d'origine, à comprendre ce qu'est la société de cours, ce qu'elle désire entendre, ce qu'elle ne supporte plus, etc. Ma réflexion va s'appuyer sur un souvenir personnel auquel je prête une valeur heuristique. Il est le noyau du premier chapitre du livre que je viens de terminer et qui devrait s'intituler, si tout va bien, « Lire dans la gueule du loup ». Je ne suis pas encore très sûre du sous-titre. Mais j'adresse aussi un clin d'œil amical à Stéphanie Burette, qui a assisté à ma première mobilisation publique de ce souvenir. Il s'agit d'un souvenir d'une lecture à haute voix à l'un de mes fils, qui avait alors 12 ans. C'était les vacances et je le lui lisais tous les soirs, un peu de poésie choisie au hasard. Ce jour-là, j'ai pris les poèmes en prose de Baudelaire et je lui ai lu Le Mauvais Vitrier. Or, à mesure que je lisais, il se produisait un phénomène étrange. En sentant la désapprobation et la déception envahir mon fils, je me mettais parallèlement à découvrir dans ce texte quelque chose dont mon amour inconditionnel pour Baudelaire et mes connaissances littéraires me protégeaient d'ordinaire, quelque chose qui a pourtant choqué les contemporains et attiré l'attention de la critique antérieure au structuralisme, quelque chose enfin que Walter Benjamin a pointé sous la rubrique du culte de la blague, en allant même jusqu'à le relier à la violence d'extrême droite. Vous vous souvenez tous du Mauvais Vitrier. Le récit proprement dit succède à une longue introduction faite d'observations cliniques et de réflexions philosophiques où sont envisagées des actions imprévisibles dues à des sortes de crises de folie chez ceux qui les effectuent. L'exemple qui va illustrer cette méditation est celui du poète lui-même. J'ai été plus d'une fois victime de ces crises et de ces élans. Vient alors l'événement qui justifie le titre du poème, un matin particulier où j'ouvris la fenêtre, hélas.
Je lis le centre du récit. La première personne que j'aperçus dans la rue, ce fut un vitrier dont le cri perçant, discordant, monta jusqu'à moi à travers la lourde et sale atmosphère parisienne. Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi je fus pris à l'égard de ce pauvre homme d'une haine aussi soudaine que despotique. « Hé hé !» je lui criai de monter. Cependant, je réfléchissais, non sans quelque gaieté, que la chambre étant au 6e étage et l'escalier fort étroit, l'homme devait éprouver quelque peine à opérer son ascension et accrocher en maint endroit les angles de sa fragile marchandise. Enfin, il parut. J'examinai curieusement toutes ces vitres et je lui dis « Comment vous n'avez pas de verres de couleur, des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis ? Impudent que vous êtes, vous osez vous promener dans des quartiers pauvres et vous n'avez pas même de vitres qui fassent voir la vie en beau ?» Et je le poussai vivement dans l'escalier où il trébucha en grognant. Je m'approchai du balcon et je me saisis d'un petit pot de fleurs, et quand l'homme reparut au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets, et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Encore quelques lignes, et puis la leçon à la fin. Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril, et on peut souvent les payer cher, mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. Quand j'ai eu terminé de lire, j'ai vu le visage assombri de mon fils m'interroger du regard. « Tu aimes ce texte ?» m'a-t-il demandé, incrédule. « Oui », ai-je répondu sur la réserve. « Pas toi ?»« Mais ce n'est pas bien ce qu'il fait là, » objecta mon fils. « Pourquoi il le raconte ? Pourquoi en fait-il un poème ?» Face à cette réaction naïve, j'aurais pu choisir de me moquer de lui, de rire de sa crédulité et de son identification avec le vitrier, encore un être de papier. Je lui aurais peut-être fait remarquer alors l'importance du mot « mauvais », je vais y revenir, dans le titre. Comment un vitrier peut-il être mauvais, sauf par une ironie purement littéraire ? J'aurais ironisé sur son incapacité à comprendre l'ironie. Ou bien j'aurais pu épouser l'agressivité du narrateur, amener mon fils à détester, lui aussi, le cri perçant, discordant du vitrier, prendre le parti de la blague et la trouver drôle et la lui faire trouver drôle. J'aurais pu aussi mélanger les deux réactions, les lier. Après m'être moqué de lui, je l'aurais conduit à se moquer du vitrier. Nous aurions peut-être partagé alors une sensibilité de type picaresque. Et j'aurais tout naturellement pu enchaîner en évoquant l'intertexte de longue durée des facéties littéraires, dans ces termes ou sans ces termes, pour l'amener ainsi à goûter la transgression de l'épique et admirer l'héroïsme inversé de celui qui, ce matin-là, se sentait, je cite, poussé à faire quelque chose de grand, une action d'éclat. Et riant ensemble, nous aurions pu finir par jouir, esthétiquement, du burlesque de la montée, puis de la descente pénible de l'homme avant sa chute grotesque dans la rue. Il va de soi que tous les termes que je viens d'employer, crédulité, identification, ironie, intertexte, picaresque, transgression de l'épique, burlesque, grotesque, sont loin d'être neutres. Ils donnent à la réaction que je viens d'imaginer un statut intermédiaire entre une interprétation littéraire et une prise de position, sinon politique, du moins éthico-passionnelle. Cette réaction possible contient en fait, cachée derrière un lexique critique, une proposition de partage ou même une proposition de monde. Au moment où, dans ce contexte, ces termes interprètent le texte et qu'ils en redressent la lecture, ils ignorent la réaction affective et morale immédiate de l'enfant, ils repoussent son monde et lui substituent moins une distance épistémologique que d'autres affects et d'autres valeurs, rire un peu cynique qui nous souderait, préférence, autre forme de mythe peut-être, et préférence accordée au second degré, identifiée à l'esprit critique et aujourd'hui volontiers associée à une insubordination toujours bienvenue. Mais la lecture de premier degré de mon fils, en objectant tant à mon plaisir qu'à mon savoir, touchait en moi des points sensibles et contradictoires. Avais-je le droit de l'ignorer ? Comment lui faire comprendre mon plaisir qui tient toujours, à l'étrange tension, la vibration presque parfaite, légèrement angoissante et légèrement euphorisante, en tout cas pour moi, qui s'établit entre l'équilibre des volumes verbaux, le rythme et la couleur des mots, la clarté du lexique d'un côté, et de l'autre, la progression du drame, la discrète précision des réflexions et commentaires qui en accompagnent le récit. L'écriture des poèmes en prose a quelque chose de funambulesque. Quelqu'un marche sur un fil et tient un balancier qui oscille dangereusement. Oscillation qui m'offre tour à tour des points d'appui et des points de chute étourdissants, et où sans cesse le filet de l'écriture me rattrape et me réassure puissamment, douloureusement, discrètement aussi. Mais un enfant peut-il être sensible à ces bougées, à ce mélange incroyable de risques pris et de maîtrise ? Mais était-ce vraiment la bonne question ? Comment accrocher mon savoir et mon plaisir à la réaction de mon fils
sans que, mobilisé au secours de mon plaisir, mon savoir vienne autoritairement repousser et refermer une inquiétude légitime. Légitime. Mais comment cela légitime ? Ne faisait-il pas un contresens total, non seulement sur ce texte, mais encore sur la littérature, prise dans sa plus grande extension ? Un contresens évidemment excusable, vu son âge, mais je me devais de le rectifier. N'avais-je pas pour tâche, sauf à trahir mes convictions littéraires, de lui faire comprendre que sans littérarité, la littérature n'est rien. La littérarité, c'est-à-dire la façon dont un texte s'offre purement à la jouissance esthétique, sans considération ni de vérité ni de morale. Mon premier mouvement a donc été de tenter de lui expliquer, c'est-à-dire de jouer peu à peu, peu ou prou, l'enseignante qu'il m'est si souvent arrivé d'être devant des élèves happés par l'illusion référentielle. Je précise que j'ai enseigné en collège et en lycée. Ce rôle, cette scène, je les connais bien. J'ai donc commencé par essayer d'exposer à mon fils, ou plutôt de traduire à son intention, quelque chose de l'argument de l'autotélicité de la littérature. Le poète ne raconte pas ici une réalité hors du texte. Et j'expliquais, là je vous dirais franchement que je vérifiais que sur Internet on trouve beaucoup d'explications qui disent exactement ce que je vais vous dire. Mais il reflète comme dans un miroir ce qu'il exige de la poésie elle-même, des vers de couleur. Des vers entendent des vers, V-E-R-S. Le vitrier ne vend pas des vitres magiques, mais seulement des vitres ordinaires, utiles, instrumentales. Et son cri acidulé, qui fait crisser le nom de son métier à la manière d'une onomatopée animale, illustre et symbolise le langage quotidien et véhiculaire de la société bourgeoise, uniquement préoccupée de profit et de notabilité. Le poète rejette cet usage instrumental de la langue qui empêche de voir la vie en beau. J'ai alors défendu le droit de la poésie à l'allégorie, c'est-à-dire son droit de se saisir de situations réelles en apparence comme de figures, afin de leur faire signifier des idées inhabituelles qui, en retour, viennent enrichir notre propre appréhension du réel. Il y a de la parabole dans ce poème. À la vérité, je m'en ferai, car quelle morale tirer d'une telle parabole et comment passer aussi simplement de l'autotélicité de la littérature à sa possible fonction allégorique, par l'hypothèse romantique de la tautégorie, par la mise en abîme, mais elle restait boiteuse. En fait, confronté à l'impossibilité pratique, vu l'âge de mon fils, de m'abriter derrière la présentation de théories critiques bien circonscrites, mes doutes grandissaient. Je voyais bien que je ne le persuadais pas, tant s'était imprimé dans son esprit l'évidence sadique du geste, une évidence conduite par l'hypotypose. Et vous savez que l'hypotypose s'est appelée evidentia en latin. L'écriture rejoue sur le lecteur l'agression racontée sur le vitrier, tout en l'en rendant complice. Je vais y revenir. Mon fils n'entrait pas dans cette fraternité-là, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, il n'y entrait pas et ne voulait pas que j'y entre. Pouvais-je lui en faire grief ? Plus je parlais, plus je cessais d'être convaincu par mes propres arguments et plus je sentais ce que son refus avait de profond et je dirais d'important. Alors, nous avons relu le texte ensemble et nous nous sommes posé les questions que Baudelaire pose lui-même. Ces actions sont-elles dues à une humeur hystérique ou bien satanique ? Nous avons commenté les premiers exemples qu'il donne, par exemple celui de l'incendiaire. Et nous avons trouvé autour de nous des exemples analogues, quoique plus anodins, d'actions effectuées par des proches de façon aussi totalement imprévisible. La tension perceptible chez mon fils s'est relâchée, tandis que nous commencions à discuter du poète lui-même pour diagnostiquer sa conduite. J'avais accepté de venir sur le terrain de l'illusion référentielle. Il pouvait sortir du seul stade du jugement moral et du refus et commencer à jouer avec moi, ou plutôt avec moi et avec le texte. Notre intérêt pouvait de là se porter sur le poète lui-même, sur son besoin de récit, aveux, confession, provocation. Puis, nous avons commencé à prêter attention aux multiples notations particulières, parfois inattendues, du récit, par exemple celle dont je parlais tout à l'heure. À coup sûr, ces notations proprement poétiques, puisqu'elle recrée pour le lecteur ce qu'on pourrait se contenter d'appeler une atmosphère, où tous les sens sont éveillés grâce aux mots, font de ce récit quelque chose d'autre que le simple récit d'une blague gratuite et cruelle, quelque chose d'autre que l'exercice d'une souveraineté de type sadique. Quelque chose d'autre, mais pas totalement. Ce que je me suis mise à entendre, en me portant avec empathie sur le terrain de la réaction affective de mon fils, c'est que même si le poème en prose de Baudelaire n'est pas ou pas seulement le récit d'une blague extratextuelle d'un goût plus que douteux, le choc n'est cependant pas seulement porté
au niveau de l'illusion référentielle, mais aussi à un autre niveau, celui de l'adresse au lecteur, par des éléments de style homologues à cette blague. L'héroïsation sadique ou sadienne, alors il faudrait faire là un très longue analyse que je n'ai pas le temps de faire, mais j'emprunte ici ces analyses à Monique David-Ménard dans les logiques de l'universel, qui portent notamment sur Sade, et qu'elle appelle la rhétorique de l'inconditionné, qu'on peut très bien repérer dans ce texte de Baudelaire. Donc cette héroïsation sadique ou sadienne organise à la fois la structure de l'acte et la structure de sa narration jusqu'à un certain point. Autrement dit, si sur le plan de l'illusion référentielle, c'est le vitrier qui est agressé, en revanche, sur le plan intratextuel, c'est le lecteur qui l'est ou qui peut l'être, et il me semble qu'il convient de ne pas l'ignorer. En effet, si le lecteur ne se porte pas au pôle jouisseur du récit, alors la narration le contraint à subir textuellement, du lieu de sa propre place de lecteur, l'identification au vitrier, lequel devient donc sa figure allégorique. Certes, cette clé allégorique peut renforcer l'hypothèse d'une mise en abîme, puisqu'on a à ce moment une figure de lecteur comme figure allégorique, donc d'une autotélicité du texte. Mais elle s'appuie en même temps sur une base pulsionnelle qui renvoie presque nécessairement le lecteur naïf au sens littéral du récit. La mise en abîme l'apparie en fait, affectivement, soit au poète, soit au vitrier, à moins qu'il ne décide de congédier ce qu'il ressent et de ne plus rien sentir concernant la blague référentielle. Le détour par l'épreuve de cette lecture m'a donc conduite à faire face à un certain nombre de questions inédites. Le travail de Walter Benjamin sur Baudelaire va m'aider à les résoudre. Pour expliquer l'importance de l'élément de choc dans sa poétique, Benjamin l'a mis en rapport avec une situation historique particulière. Selon lui, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le capitalisme industriel a standardisé, automatisé et normalisé les vies, produisant ce qu'il appelle l'appauvrissement de l'expérience. Et ce qu'il désigne par là, c'est ce que la psychanalyse a appelé traumatisme. Je résume un trajet subtil et complexe. Dans le vécu traumatique, les impressions restent intactes parce qu'elles ne parviennent pas à la conscience comme telle. De ce fait, dès qu'un sujet rencontre une situation qui lui rappelle inconsciemment l'événement traumatique, ces impressions ressurgissent avec la même intensité, la même présence, la même vérité, comme sous l'effet d'un choc répété à l'identique. Mais le trauma peut connaître un autre trajet, bien plus stérile, sous l'effet d'une répétition et d'une stylisation monocorde ou monocolore, trajet opéré par la conscience au prix d'une sélection des éléments les moins vivaces du vécu traumatique. Ces derniers deviennent alors les éléments constitutifs d'un souvenir qui aura pour caractéristique de s'être vidé de toute la menace émotionnelle contenue dans le vécu traumatique. Cet automatisme de la répétition, cette dépertition de l'hyperintensité des impressions accumulées dans le trauma accompagne pour Benjamin la perte de l'expérience typique du capitalisme industriel, et c'est cette perte d'intensité qui caractérise pour lui le fonctionnement de l'idéologie, opium du peuple. Comme les formalistes russes en ont formulé l'hypothèse, la littérature aurait alors pour tâche de briser cette familiarité morne résultant du traumatisme par divers procédés d'éstrangement. Baudelaire, lui, s'émanciperait de ce mécanisme morbide par le choc. Le poète, qui nous dit Benjamin, présentait une personnalité traumatophile, avec son goût prononcé pour les conduites surprenantes, voire effrayantes, se branche directement sur le trauma et en capture la puissance de choc pour l'intégrer non seulement dans les situations racontées, mais aussi dans son écriture. Benjamin semble donc voir dans la poésie baudelairienne une façon de réveiller le lecteur de son apathie en réveillant les éléments les plus intenses de son existence de moderne. C'est cette conviction d'une valeur critique bénéfique du réveil traumatique, qui pourrait être une autre figure du récitant de Jean-Luc Nancy, au moment où le progressiste cesse de croire dans le progrès mais devient par exemple un Dionysos sans voile apollinien, que je voudrais contester en m'appuyant sur deux textes du philosophe Patrice Leraut, qui sont selon moi d'une extrême importance. Pour Patrice Leraut, le trauma procède d'eux et produit la destruction de l'affectivité commune. L'agression traumatique viole ce que le philosophe appelle le lien entre passible. Passible, c'est un néologisme qu'il fait, qui est le contraire d'impassible.
contrat humain implicite mais fondamental, par lequel chacun reconnaît à l'autre une intimité et une intégrité physique inviolables. Lorsque ce contrat est violé, il se produit une pétrification de la sensibilité, et ceci tant chez les victimes que chez les agents fauteurs de l'agression traumatique. Ce qui en résulte est une perte d'aptitude à la représentation, c'est-à-dire au partage d'un monde commun. Ce qu'il appelle ailleurs le consentiment est détruit. Il me semble que refuser l'illusion référentielle et ignorer par là le choc traumatique possible d'un texte comme Le Mauvais Vitrier, ou au contraire, s'engouffrer dedans et l'agrandir, le reporter comme traumatique, comme trauma, reproduire le trauma, c'est refabriquer de l'insensibilité. Du savoir, peut-être, est gagné, mais à quel prix ? Je conclus. Ma première réaction, mon plaidoyer pour l'autotélicité de la littérature n'avait produit aucun apaisement à mon fils. Au contraire, le refus d'accueillir sa désapprobation et sa tristesse constituait une menace en le laissant devant une énigme et en l'y abandonnant. Le rejet de l'illusion référentielle, sous son bénéfice critique, le savoir qu'il délivre, me paraît lourd d'un potentiel traumatique qui épouse secrètement la logique sadienne exigeant le sacrifice du sentir avec, de l'empathie ou de la compassion. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant simplement, très brièvement, c'est que le potentiel traumatique d'un texte ne dépend pas, à mon avis, du texte lui-même. Je voudrais donc me décaler par rapport à le texte de Baudelaire, mais vraiment insister sur la scène que je viens de décrire. Le psychanalyste Donald Winnicott nous a appris à ranger les premiers phénomènes langagiers, par exemple la berceuse ou les premiers jeux de cache-cache, parmi les phénomènes transitionnels au même titre que le célèbre doudou. Selon lui, le nourrisson commence par vivre le sein de la mère, un sein qui est peut-être un biberon donné par le père, comme une partie indistincte de lui-même. Le doudou figure un objet intermédiaire entre l'indistinction première, où il est, et la perception achevée de l'extériorité du monde. Dès qu'il le peut, le bébé joue avec son doudou des scénarios où la question de savoir à quelle réalité se rattache cet objet, la sienne seule ou celle de l'extérieur, est suspendue. Dans ce jeu naît, dit Winnicott, un espace caractérisé par une sorte de porosité ou de plasticité, espace que Winnicott appelle tour à tour potentiel, intermédiaire ou transitionnel, où le bébé expérimente et construit, en la réinventant librement, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Vous avez compris pourquoi j'avais commencé par la citation de Guillou avec la phrase de la dictée. Mais Winnicott élargit la perspective. Selon lui, cette ère transitionnelle ne concerne pas que le passage du bébé d'un stade indifférencié à un stade bien individualisé. Elle concerne en quelque sorte définitivement et constitutivement chacun de nous, car, je cite, « l'acceptation de la réalité est une tâche sans fin, dont la tension peut être soulagée par l'ère intermédiaire d'expérience qui n'est pas contestée, la culture. » Au niveau collectif aussi existe donc quelque chose comme une ère potentielle et des phénomènes transitionnels, la littérature par exemple. On a tendance à penser la relation de l'enfant et du doudou, on dit toujours son doudou, comme une relation personnelle. Or, pas plus qu'il n'est jamais devant le langage, le bébé n'est devant le doudou, avec lequel, du reste, il ne peut jouer que si la culture à laquelle il appartient comprend cette possibilité-là, comprend le droit au jeu personnel, au va-et-vient entre moments d'intimité et moments de sociabilité. Toutes les cultures ne connaissent pas le doudou, ni la littérature. Et au sein des cultures qui connaissent la littérature, cette dernière n'est pas toujours partagée de la même manière. C'est pour ça que j'ai commencé par la phrase de Jean-Luc Nancy sur le partage du mythique. La lecture du fort intime n'a pas toujours existé, la solitude n'a pas toujours été valorisée, voire autorisée, ni l'intérêt pour l'introspection encouragé. Ce que je viens de suggérer, c'est que l'illusion référentielle est incontournablement liée pour moi à la possibilité même de l'introspection. Il me paraît en tout cas plus pertinent de penser les phénomènes transitionnels non à partir des objets qui peuvent y figurer, et la littérature non à partir des textes qui peuvent entrer dans un corpus, mais à partir de la scène qui les favorise. Les phénomènes transitionnels ne le sont pas par essence, ils dépendent de la scène qui les entretient et leur donne proprement cette qualité. Je cite Winnicott, un trait essentiel des phénomènes et des objets transitionnels
et dans une certaine qualité de notre attitude dans le temps même où nous les observons. Cette leçon, je la propose non seulement pour les enseignants, mais pour les chercheurs également quand ils écrivent des textes critiques. Les phénomènes transitionnels n'existent qu'à l'ombre d'un partage qui les rend tels. C'est une telle scène que j'ai esquivée ici, en l'opposant à la scène de participation fusionnelle du partage bictique qu'évoquait le texte de Jean-Luc Nancy. Je vous remercie. J'ai été très frappé en effet assez immédiat par rapport à des situations que nous pouvons connaître dans les classes. Je pensais d'une part je pense un petit peu à ce que je disais au début, éventuellement l'insensibilité des élèves face au texte, ce à quoi on peut se heurter, et puis à propos de cette analogie profonde avec l'objet transitionnel, avec le Bibi. Peut-être que vous avez lu comme moi des articles dans la presse où la comparaison qui était faite était celle entre le Bibi et le téléphone. C'est-à-dire que l'objet qui est à la fois intime, qui est soi et qui est relié au monde, et que nous avons en concurrence généralement gagnante avec les textes littéraires, qui produit d'ailleurs, enlever notamment au lycée, son portable à un élève, c'est souvent perçu comme une agression physique, un empiètement sur son soi. Donc voilà, ça m'a paru très parlant de ce point de vue-là. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir soit à ce cadre d'analyse, soit au texte de Baudelaire lui-même? Est-ce que certains d'entre vous l'ont expérimenté, ces réactions des élèves? À vous. Oui. Merci beaucoup, Hélène. Tu as mis en mots une expérience d'enseignement que je fais en ce moment à Paris 8 en enseignant Baudelaire et le Spin de Paris. Et je me suis senti obligée de faire exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire de dire aux étudiants que je n'aimais pas les textes que je commentais, que je n'aimais pas les aimer. Parce que ces textes, en effet, interrompent le lien. Ils ont ce type de flèche qui interrompent le lien. Donc, ils restent sans lien. Et justement, je pense que tu as expliqué, une fois ce premier champ passé, nous devons recommencer le lien comme à zéro. À partir de rien, puisque longtemps plus perversement il le fait. Et ce qui le recommence à zéro, c'est cette expérience paradoxale d'enseignement où on arrive à dire quand même pourquoi on n'aime pas un texte qui fait cette violence-là. Donc voilà, c'était un écho à ton exposé, donc je te remercie beaucoup. J'ajouterais, je suppose que tu seras d'accord, qu'il n'est pas impossible que certains les aiment, ces textes, et que refaire du lien dans l'expérience de l'enseignement, c'est évidemment se préparer aussi à toutes sortes de réactions. Enfin, je me souviens d'une fois d'avoir enseigné la métamorphose à des premières années de Kafka, et je m'étais promis de ne pas tout de suite aller... En fait, je m'étais même promis tout simplement de ne pas mentionner la lecture fréquente faite de ce texte comme annonçant ou anticipant le génocide. Et puis là-dessus, alors bon, ça marchait très bien.
Les élèves avaient plein d'idées, c'était fluide, c'était très agréable. Et puis là-dessus, à la fin, un étudiant lève la main et me dit, c'était un étudiant assez particulier, vous allez voir qu'il l'était vraiment, si je puis dire, et me dit sur un ton absolument glacé, mais quand même, au fond, est-ce que la famille de Grigor n'a tout simplement pas raison de l'éliminer? Qu'est-ce qu'on fait de la vermine? On doit l'éliminer, la vermine. Et là, je me suis sentie prise. Là, en fait, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a toujours le danger d'être submergé soi-même par quelque chose. Je pense que j'ai été... Là, je leur ai donné la lecture, ce qui était idiot de ma part. En fait, d'abord, j'ai compris que c'était idiot de ne pas l'avoir fait parmi d'autres. Et le moment était très tendu. Et je pense que je n'ai pas tout à fait réussi à ce moment-là à être dans l'espace transitionnel. Mais c'était fameusement attaqué aussi. Dans l'espace que vous proposez là, pour situer les textes, je pense que ça peut nous parler assez immédiatement de situation d'enseignement, puisqu'on voit bien, on parlait tout à l'heure de la relation entre le travail universitaire et les examens, on voit bien qu'un texte comme celui-ci au bac, ça donne un relevé des éléments d'énonciation, du champ lexical de la beauté, éventuellement de connecteurs spatio-temporels, et très peu, et je pense que c'est un des objets de notre réunion, il faut que nous osions aller franchir ces habitudes-là, où effectivement, trop facilement, on s'est peut-être habitué à vouloir expliquer aux élèves, pour faire très vite, que c'est beau parce que c'est bien écrit, parce qu'il y a un certain nombre d'indices qui en font de la littérature. Et je pense, quand je disais tout à l'heure que notre enseignement, il aura le sens que nous lui donnons, parce que ce sens n'est pas donné aux élèves, pour qui ce qui est proche, c'est portable et pas Baudelaire. Il faut qu'on s'engouffre dans ces enjeux éthiques, politiques, y compris pour expliquer qu'on peut aimer un poème où manifestement le poète est méchant. Et ça fait partie des enjeux. Il faut s'interroger là-dessus. Oui, deux réactions. Peut-être le micro, il est... Oui, je pense que ça y est, il remarche. Justement, un petit peu. Marche ? Oui, d'accord. C'est plus quand... Comment dire ? J'ai remarqué deux choses. Déjà, il y a beaucoup d'élèves qui n'osent pas... on voit qu'ils ont des réactions physiques à la lecture d'un texte, mais qui n'osent pas les verbaliser. Et j'ai fini par demander, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, que tu n'aimais pas ce texte, ou que ça va te choquer ? À cela, on m'a répondu, mais je n'ai pas le droit, je suis à l'école, on ne me demande pas si j'aime ou si j'aime pas, c'est pas le lieu. Bon, ça, c'était une des premières actions. Donc, du coup, il faut creuser. Et effectivement, se mettre du coup en danger parce qu'on ne sait pas toujours comment réagir. Et à l'inverse, du coup, un excès... peut-être dû au fait de trouver le juste milieu entre pas parler et trop en dire, ça va être une réaction complètement d'illusion référentielle. Il va s'approprier le texte, l'élève, et le retranscrire à sa période. C'est sur les contes, par exemple, et sur la position des personnages féminins dans les contes. À savoir, par exemple, qu'elles se marient, qu'elles ont dit oui. En fait, se marient avec le prince, mais on ne sait pas si elles ont donné leur avis. Et donc, l'élève qui finit par me dire « Mais elles se font toujours avoir, comment faire oui, c'est un prince, mais bon, est-ce qu'elle l'aime vraiment ?» Bon, voilà. Et je suis toujours un peu embêtée quand j'ai des questions comme ça, parce que je trouve ça très intéressant, mais au fond, est-ce que je suis légitime à engager un tel débat? Est-ce que je ne m'éloigne pas trop de ce qui était à la base étudier les stéréotypes dans les contes, par exemple, et ce genre de choses. Enfin, les stéréotypes, les personnages, la princesse, le prince, tout ça. Il faudrait beaucoup de temps pour vous répondre. Je pense que, personnellement, je défendrai l'idée que plus on sait de choses et plus on peut déplacer les réactions des élèves. C'est-à-dire que, je pense que vous avez raison, ce n'est pas un débat qu'on a à engager. Par contre, on peut relancer des questions forts, d'éléments théoriques
Bon, je pense c'est un peu sur un plan différent, mais j'avais été très frappée, très fâchée aussi, il faut bien le dire, par... dans mon souvenir, c'est un texte de Xavier Darcos, et il reprenait un passage d'un texte de Mara Goyet. Alors Mara Goyet est une professeure d'histoire, mais en fait, le récit aurait tout à fait pu arriver dans un cours de littérature. Donc, il s'agit d'un élève très en colère contre un passage d'Homère, de l'Iliade, en disant « mais c'est pas possible ce qu'il raconte là, les dieux ne sont pas méchants, ne sont pas incestueux, ne sont pas ceci, ne sont pas cela, comme ça ». Et alors Xavier Darcos s'indignait et disait que c'était une contestation de l'autorité de l'enseignant d'une part, et d'autre part, que c'était une incapacité à distinguer un texte de fiction d'un texte qui ne le serait pas. Moi, personnellement, j'aurais eu envie de dire, mais non. Il dit, ah ben oui, vous avez raison, c'est une vraie question. D'ailleurs, Platon ou pas, peu importe de dire Platon, le nom de Platon ou pas, mais elle a été posée, elle a existé, c'est pas facile d'y répondre, elle est absolument pertinente, et puis de la déplacer, c'est-à-dire de la déplacer parce qu'il a été objecté par d'autres hypothèses, etc. Voilà, c'est à mes yeux le scénario idéal. Alors on n'est pas prêt à tout ce qui vient du côté des élèves. Par rapport à votre première remarque sur l'élève qui ne parle pas, j'aurais envie de dire que c'est pareil, il faudrait mieux ne pas, il faudrait ni leur interdire de parler, ni les obliger à parler. Mais bon, voilà, c'est un peu banal ce que je vous dis là. Oui, c'était également, s'il vous plaît, sur la question de l'illusion référentielle. Ce que vous disiez quand vous enseignez au collège et au lycée, vous essayez d'évacuer cette question de l'illusion référentielle et de plonger les élèves dans le texte en leur montrant qu'il n'y a que le texte et que le duc de Nemours n'existe pas, etc. Et après, vous avez raconté cette expérience avec votre fils. Et du coup, pour vous, il y a eu un basculement à ce moment-là. Vous avez réhabilité l'illusion référentielle. Enfin, vous en êtes où avec l'illusion référentielle, en fait? Parce que moi, au contraire, je trouve que c'est essentiel dans l'enseignement et que... L'illusion référentielle est essentielle dans l'enseignement. Accepter, en fait, la réaction des élèves. Accepter qu'ils ils rentrent dans l'univers de la fiction. Quand ils lisent des scènes violentes, ça les terrorise. Ça les renvoie à certaines scènes de leur vie. Enfin, je trouve que c'est humain. Et du coup, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, sur notre enseignement qui est toujours lié à l'humanité, avant d'être un enseignement d'humanité au pluriel. Donc, Oui, mais alors là, je vais jouer l'autre rôle. Je vais défendre le bond en avant qu'a été la contestation de l'illusion référentielle. Alors d'abord, quand même, je tiens à préciser que ce n'a pas été un événement de conversion, cette expérience avec mon fils. Ça faisait depuis, presque le début de mon enseignement, en tout cas assez vite, la déception que je voyais régulièrement se produire sur le visage, dans les yeux de mes élèves quand j'étais dans le secondaire et que je leur disais non, c'est des êtres de papier, non, c'est pas la peine de vous demander qu'est-ce qu'aurait fait X, qu'est-ce qu'aurait fait Y, etc. En fait, j'avais déployé des tas de solutions intermédiaires. Bon, voilà, je sais pas. Mais les solutions intermédiaires, j'avais pas non plus des élèves qui m'interrogeaient directement comme mère. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là? C'est-à-dire, voilà. Mais comment je dirais que l'illusion référentielle, tout le problème de l'illusion référentielle, c'est que c'est effectivement rapidement une construction idéologique. Donc, inviter aussi à s'interroger sur l'illusion référentielle est plutôt un bon réflexe critique. Je veux dire que quand c'est un réflexe critique qui balaye le reste, ce que j'essaye maintenant de comprendre comme chercheuse, la thèse que je défends, qui est une thèse à la fois d'histoire de la littérature et de théorie critique, c'est que c'est peut-être inséparable si c'est trop comment dire, s'il n'y a plus que ça, disons, pour aller vite,
c'est inséparable d'une communication ou d'une transmission traumatique. On veut se séparer de ce qui... On ne peut pas revenir au sentir en commun, quelque chose comme ça. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même un bel outil critique. Voilà. Juste nous deux remarques avant une dernière intervention de professeur, et puis on s'arrêtera quelques minutes. Il a des ellipses, donc. Sur l'illusion référentielle, là où en effet ça me paraît important de la travailler, par ailleurs nos élèves et nous-mêmes, on est baignés dans ce que j'ai envie d'appeler une mimésis acritique, c'est-à-dire que par les écrans en particulier, ils sont tout le temps dans l'idée que c'est vrai. On me le montre, donc c'est vrai. La question, c'est que ça fait partie de leur, j'ai envie de dire, de leur intimité sociale. Parce que les textes littéraires, un petit peu comme on peut le dire justement d'une langue morte, pour évoquer certains de vos textes, ou les réflexions d'Agamben à ce propos, c'est quelque chose qui ne se parle plus. C'est aussi pour ça qu'ils ne prennent pas la parole. Parce que les textes, pour eux, c'est figé. On n'a pas à dire ce qu'on pense d'un texte littéraire. Et par là, ce qu'on est en train de chercher, c'est un petit peu ensemble, alors sans les transposer tels quels, mais des instruments intellectuels, peut-être au-delà de l'illusion référentielle, pour que les textes dans nos cours soient des expériences. C'est-à-dire qu'ils comprennent que lire, c'est vivre quelque chose, ce qui ne veut pas dire ne pas le penser, mais avec nous à travers la parole. Une dernière remarque sur la question de la parole des élèves. Quand je travaille en ce moment avec des chercheurs autour de la question de la compréhension en cours, ils en viennent un petit peu à l'idée qu'une pratique qui a tendu à se répandre dans les cours pour justement faire parler les élèves, ça s'apparente un petit peu à la collecte des opinions. C'est-à-dire qu'on dit il faut qu'ils participent, on propose le chapeau rouge ou la princesse de Clèves, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et toi, et toi, et toi, et toi. Et on a du mal à articuler ce sondage, si on peut dire, à la construction du sens. Et donc, très concrètement, là, c'est un repère que je nous donne, ce que plutôt ces chercheurs, c'est de dire, à un moment, passons du temps avec un élève. C'est-à-dire, essayons de nous dire, en cours, on construit une dialectique ou un approfondissement. À un moment, on ose s'attarder sur une personne, plutôt que de faire la collecte. Pour construire quelque chose. Alors on va dire 2 interventions, et puis après on va... Ce que vous avez dit tout à l'heure donc sur Winnicott, sur l'objet transitionnel et sur l'aptitude à partager un monde commun, ça me fait penser irrésistiblement à un poème qu'on étudie davantage avec nos élèves en secondaire, c'est le Joujou du pauvre. Et dans ce Joujou du pauvre, justement, je pense que tout le monde s'en rappelle, mais donc c'est le contraste entre le monde des riches, le monde des pauvres, l'enfant riche, l'enfant pauvre, et puis ce point commun, cette ère transitionnelle qui s'arrive à trouver, donc à travers un objet qui n'est pas identifié au début, et donc Baudelaire nous dit à la fin, en fait, c'est un rat vivant. Mais ce n'est pas un objet transitionnel, justement. Pas plus que le téléphone portable, d'une autre manière. Bien, alors donc je continue, bien sûr je laisse savoir après. Et donc ce qui est frappant dans leur réaction, c'est l'inverse de votre fils à ce moment-là, c'est que ils sont ravis, ils ont trouvé un point commun, ils ont trouvé un espace commun, donc ils zappent complètement le fait que c'est un rat vivant. Et donc dans Baudelaire, enfin pour ce que j'essaie de leur dire, donc finalement je ne sais pas si j'ai raison de leur dire que dans Baudelaire c'est plutôt une signification différente, c'est que l'âme humaine, elle est marquée par la chute, enfin c'est ce que j'en sais du moins, moi c'est ce que j'ai lu sur Baudelaire, et que donc c'est le mal qui est présent en chacun, et les 2 enfants se riaient l'un à l'autre avec des dents d'une égale blancheur, c'est le vert. Voilà, donc c'est une réaction qui est à l'inverse de celle de votre fils, et je voulais savoir, donc est-ce qu'il faut à ce moment-là donc les reprendre ou les laisser dans l'interprétation qu'ils ont du poème? Non, à mon avis, il faut la déplacer. Et alors, en fait, là, vous posez de nouveau, évidemment, la question majeure du plaisir que l'on peut éprouver
à lire un texte comme ça, la différence entre le plaisir qu'on peut éprouver à lire un texte comme ça, du plaisir qu'éventuellement ils éprouveraient ou n'éprouveraient pas à s'amuser ensemble d'un rat vivant. Il se trouve que le Joujou du pauvre, j'avais fait la même expérience avec mon fils qui n'a pas du tout, qui était tout aussi choqué par le Joujou du pauvre que par le mauvais vitrier. Mais je voulais simplement dire que je crois que c'est pas le mot reprendre que c'est pas le verbe reprendre que je choisirais à chaque fois, mais déplacer. Je pense que tout ce qu'on est capable de déplacer, il faut beaucoup d'un mélange de savoir et de tact pour ça, c'est bon. C'est lancer la chaîne des associations, et c'est plus important que se croire les messagers ou les missionnaires de l'esprit critique. Parce que l'esprit critique résulte de ces associations. Et sinon, ça n'est qu'un dogme, un énième dogme que l'on inculque. Mais ce n'est pas ça l'esprit critique à mes yeux. Oui, c'était une très brève réaction, Hélène, à ce qui vient d'être dit en fait sur l'illusion référentielle, à la question à laquelle je suis sensible aussi, puisqu'effectivement, c'est des élèves, ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le texte. Ils lisent les élèves, ils lisent mais d'autres choses. Simplement, ils ne disent pas forcément ce qu'on leur demande de lire. Et je pense que je vais passer parce que là. Merci. Je pense que et quand en classe ils arrivent vraiment dans une réaction face au texte et à rentrer dans cette illusion, c'est pour nous le signe que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Après, j'ai une question qui je ne suis pas certaine qu'elle soit bien formulée, et si elle est véritablement pertinente, plutôt que de me dire, est-ce qu'il y a des repères et des règles qu'on peut suivre pour finalement conserver la littérature en tant que cas transitionnel dans une classe? Donc est-ce qu'on sort est-ce qu'il y a, sans être prescriptif, qu'est-ce qui est le signe qu'on en est sorti? Est-ce que ça existe d'ailleurs des règles autour de ça? Est-ce que des repères pour... Je serais vraiment malvenue de m'instituer celle qui pourrait donner des règles pour ce genre de choses. Dans mon expérience, il me semble que dès qu'on reprend, et au fond c'est ce que j'avais fait quand face à la question de l'étudiant à la fin de mon cours sur la métamorphose de Kafka, dès qu'on est dans la répréhension, dans la remontrance, on reprend la parole pour dire c'est comme ça et pas autrement, je pense qu'on en sort. En même temps, bon, si on en sort de temps en temps, à la fin du cours, ça ne doit pas être très grave. Puis il y a bien des choses qu'on doit leur apprendre. Mais je dirais aussi tout simplement qu'à mon avis, il y a quand même des textes qui sont plus favorables. Voilà, ça c'est l'autre. J'ai dit que ce n'était pas une affaire de corpus. Mais l'une des choses que je défends, c'est qu'il y a quand même des textes plus favorables, mais que ce n'est pas une affaire de grande littérature ou pas grande littérature. Des textes qui ont plus de qualité ou de potentialité transitionnelle, c'est presque une redondance, ça oui je le crois. Donc je crois qu'il y a des textes, on n'est jamais sûr de soi-même de qu'est-ce qui va surgir en nous. Voilà, bon, je trouve qu'il vaut mieux peut-être écarter, en tout cas proportionner aux âges aussi tout simplement. Proportionner aux âges.